d'abord, pour commencer, je voudrais dire que je suis assez honoré d'être là, en fait, parce que... et puis, je me sens presque un imposteur, limite, parce que, en fait, je ne suis pas du tout œnologue. Je ne connais pas la production du vin, enfin, un petit peu depuis 5 jours, en fait, avec mes collègues. J'interviens en amont, comme vous l'avez compris, en fait, sur la production de levure, et donc sur la production des levures œnologiques. Et je dois ma présence, j'ai déjà remercié Sandra à plusieurs reprises, Florence, mais il y a une personne que je voudrais remercier ici, qui est dans la salle, c'est Anthony, il est juste là. En fait, c'est lui le coupable, qui il y a quelques mois m'a dit « Tiens, ça ne t'intéresse pas de faire partie du l'Allemand Tour et de parler de la production de levure ?» en fait. Et quand j'ai dit oui, parce que je crois que j'ai dit assez vite, tu vois. Et quand j'ai dit oui, en fait, je ne pensais pas que je ferais une présentation dans la salle de presse du stade Atlantique de Bordeaux. Ce sera un bon souvenir, en tout cas. En tout cas, je pourrais alimenter des conversations et frimer un peu. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, oui, je vais vous parler... Alors, oui, le maître mot, vous l'avez entendu, c'est original par culture. Alors, je pense que ma présentation sera un peu originale dans le sens où, d'abord, on va parler pas de levure œnologique, ni de vin. On va commencer par parler de pain et de levure de boulangerie. Okay. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi original parce que bon, je suis technicien, plutôt scientifique à la base, en fait, mais peut-être la moitié de ma présentation sera plutôt de l'histoire, en fait. Donc, Jean-Baptiste, dans sa introduction, disait que c'est important, l'histoire qui accompagne le produit. Son propos, c'est plutôt de dire qu'en fait, ça crée de l'émotion aussi, de raconter de l'histoire. Alors là, pour le coup, ce matin, je ne vais pas raconter de l'histoire, je n'aurai pas cette prétention de vous raconter l'histoire de la production de levure pour créer de l'émotion chez vous. Si c'est le cas, tant mieux. Franchement, ça m'honorerait, mais je ne pense pas. En fait, franchement, c'est pas le propos. Le propos, c'est en fait, par contre, de regarder dans cette histoire qui est assez récente au final. Ça fait à peu près 200 ans qu'on produit de la levure. S'il y a des choses qui peuvent nous aider aujourd'hui, et là, je m'inclus nous avec vous, puisqu'on est ensemble, vos défis sont les nôtres, en fait. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider dans cette histoire-là pour faire face aux défis d'aujourd'hui ? J'ai la faiblesse de croire que oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va faire cette présentation-là. Et donc, pour commencer, quand on parle de levure, la question que j'aimerais parler, est-ce qu'on parle de production ? Alors, parce que quand on parle de production, on a souvent ces histoires-là qui viennent, ces photos-là qui viennent. Moi, je ne me sens pas du tout à la place de Charlie Chaplin ici, en fait, quand je suis dans les usines, vraiment pas du tout. Même si on parle de production industrielle, on ne va pas se cacher de le mot, en fait. Mais ce n'est pas du tout ça. Et là, c'est intéressant de dire, moi je me sens plutôt comme un cultivateur. Et là, on fait bien sûr un lien avec notre titre, original par culture. On cultive de la levure, en tout cas surtout au laboratoire. Magali et Anne, alors je vais associer Magali aussi parce que Magali nous a associés, a fait 2 dates et Anne a fait les 2 autres. Mais au laboratoire, on la cultive plutôt en fait. Et puis, même moi, je ne suis pas super à l'aise en fait parce que quand je suis dans les usines, j'ai plutôt l'impression de faire de l'élevage de levure. Littéralement, en fait, parce qu'on démarre avec un petit cheptel et puis on le fait grandir, on essaye de le nourrir, d'avoir les conditions optimales pour avoir le meilleur cheptel possible. Puis si je vais un petit peu plus loin, alors ça c'est plus humoristique, parfois j'ai même l'impression d'être un dompteur, en fait. Très clairement, en fait, parce qu'en fait, on a beaucoup de frustration. La levure, c'est un organisme, en fait, qui est parfois difficile à dompter. Surtout quand on parle de levure œnologique, on va le voir. En fait, et je crois que mes collègues, là, Anthony et Anne, sont d'accord avec moi. Nous, on est en bout de chaîne, on prend le truc et puis il faut arriver à dompter. Après, au-delà de l'humoristique ici, en fait, c'est que on va voir maintenant la partie historique. En réalité, l'histoire de la production de levure, c'est l'histoire de sa domestication. C'est l'histoire de... Il y a des choses dans l'air, et à un moment, on va les produire vraiment, pour ce que c'est, en fait. Donc c'est ça, cette histoire-là, qu'on va essayer de voir. Donc je disais, en fait, on va... Donc je vais passer là-dessus. Je vais utiliser cette petite échelle de temps, beaucoup dans ma présentation, en fait, et aller zoomer, vous voyez, sur 1800 jusqu'à aujourd'hui. Puis après, la flèche continue, parce que
il y a un avenir, même si on ne le connaît pas, et on l'imagine lumineux, parce que c'est un peu le message aussi qu'on veut vous donner, c'est qu'il y a d'optimisme. Mais ça commence en 1800. Alors, si on parle de pain, en fait, et là c'est très macro ce que je vais vous dire, hein, s'il y a des gens qui travaillent dans le pain ou vous-même vous l'êtes, en fait, excusez-moi d'être très 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 macro, en fait, mais en gros, avant 1800, le pain il est produit avec du levain, il est fabriqué avec du levain, et le levain il n'est pas fabriqué en tant que tel, il est préparé par le boulanger dans son fournil. Alors, c'est quoi le levain ? Le levain, c'est un consortium, pour utiliser le mot de Anne, c'est un consortium de levures et de bactéries diverses, en fait, qui sont spontanées dans le fournil ou qui viennent de la farine. Et puis, on s'est rendu compte, depuis des millénaires, hein, là, c'est pas quelque chose qui date de 200 ans, ça fait des millénaires qu'on le fait comme ça, qu'en fait, quand on réserve cette pâte, qui en plus, si on la rafraîchit, en fait, et puis on la réutilise, on fait monter le pain. Et pendant des centaines d'années, des milliers d'années, c'est essentiellement comme ça qu'on va faire le pain. Et puis, tout doucement, va arriver la levure. La levure arrive en fait vers... Alors la levure est présente dans le levain, vous l'avez compris, bien sûr. Mais la levure en tant que telle, pour de la levure, arrive en fait vers le début des années 1800, fin des années 1700. Et puis, ce que je montre ici, c'est que tout doucement, elle l'emporte dans la pratique boulangère. Le levain, aujourd'hui, à la fin des années 2000, en fait, très peu de boulangers en fait, utilisaient du levain, fait soi-même. Alors depuis une 20-25 ans, en fait, le levain refait son apparition. Vous êtes consommateur de pain, je suis sûr que vous en rendez compte, depuis une vingtaine d'années, le pain au levain. Alors, soit les boulangers le font eux-mêmes, mieux contrôlé que ce qui était fait il y a 200 ans, bien mieux contrôlé. Soit, en fait, ou des producteurs comme nous, l'allemand, on peut proposer aujourd'hui des levains prêts en bois contrôlés. Et j'insiste vraiment sur le mot contrôlé parce que c'est là qu'est la clé, en fait. Donc ça, c'est pour la partie pain. Comment ça s'est fait, en fait, et pourquoi ça s'est fait, en fait, dans la panification ? Donc, on va reprendre notre petite échelle du temps. Et bien, en fait, dans la production de levure, va se passer quelque chose. En fait, la première fois, c'était autour de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Et ce sont des Hollandais qui vont en fait mettre au point. C'est la première trace qu'on a de la production de levure, on va dire industrielle, si on veut. En fait, ça va donner naissance à ce qu'on appelle le procédé hollandais. Et ce sont des Hollandais donc, qui vont découvrir, bon, ouais, on le savait avant en fait, hein, on savait vu que si on mettait la mousse, des mous de brasserie en fait, dans de la pâte à pain, qu'on pouvait la faire monter. Mais par contre, de le rendre disponible au boulanger de manière, on va dire, massive, ce sont les Hollandais qui vont découvrir. Pourquoi les Hollandais ? Parce que c'est un gros pays de brasseurs et qu'en fait, la matière première était disponible. Donc ils ont cherché à trouver en fait, une valorisation possible pour leurs sous-produits, entre guillemets. Ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, cette levure qui montait et qui était flottée, ils l'ont récoltée. Ils le mettaient dans cette toile de jute. Alors, on en rigole aujourd'hui de cette manière-là, en fait, mais bon, je pense qu'il faut être très humble, en fait. Une petite aparté ici, en fait, on en rigole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire, des fois, on n'arrive pas à se remettre dans le contexte où les gens étaient de la non-connaissance. Il faut savoir qu'en 1800, on ne sait pas ce que c'est une levure, on ne sait pas ce que c'est une bactérie. Donc en fait, ils ont fait ça, ils le pressaient et ils obtenaient en fait une pâte solide en fait qui était vendue au boulanger. Et ce procédé va se développer. Donc par rapport au parallèle tout à l'heure, on va voir que tout doucement, les clients vont utiliser, les boulangers vont plutôt utiliser la levure plutôt que le levain. Ce sont des levures donc issues de distilleries ou de brasseries, essentiellement de brasseries. Levures hautes, parce qu'elles sont à haute température et elles vont flotter à la surface. Puis, ce procédé va être exporté en Allemagne et en Autriche notamment, peu en France en fait. Pourquoi en Allemagne et en Autriche ? On peut imaginer. Pourquoi ? Parce que ce sont d'autres gros pays de brasseurs en fait, et où la matière première du coup était disponible. Elle va avoir un certain succès. En tout cas, le produit et le pain qu'on va obtenir va avoir du succès. Mais en fait, les boulangers autrichiens, en fait, vont se lasser un moment parce qu'ils vont dire il y a un problème avec votre produit. Alors, je joue un peu. Hein. Il y a un problème avec votre produit. Parfois, il marche. Et puis, parfois, il ne marche pas.
Ça, c'est embêtant, en fait, pour un client, que ça marche parfois et que ça ne marche pas des fois. Et donc, ils vont se lasser de ça. Puis, en plus, ils vont dire qu'il y en a de moins en moins, en fait, sur le marché. Et on va voir pourquoi. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont avoir une idée, c'est-à-dire ils vont lancer un concours. Okay. Dire, il faut qu'on ait une levure qui soit en fait stable à notre disposition. Ils vont lancer un concours, les gens gagnent le concours pour mettre au point un procédé qui leur permet d'avoir une levure stable et abondante. Ce sont ces deux personnages-là qui vont le remporter, du nom de Mautner et Reininghaus. Oubliez tout de suite, c'est pas grave. Ils sont associés à l'époque. Ce sont des brasseurs et distilleurs à la base, donc ils savent de quoi ils parlent, en fait, et qui vont mettre au point un procédé qui consiste en fait à tremper des grains, des céréales, du maïs, de l'orge, de la seigle essentiellement. Alors on le sait aujourd'hui, ils ne le savaient pas eux à l'époque en fait. Mais ce qui se passe quand vous trempez en fait et que vous chauffez un petit peu, vous allez activer les enzymes en fait qui sont présentes dans les céréales. Ça va couper l'amidon, parce que l'amidon n'est pas utilisable par la levure. Cet amidon va relarguer des sucres simples et les levures présentes naturellement dans le mou vont se multiplier. En l'occurrence ici, ils vont se multiplier, faire du CO2. Et puis ce CO2 va faire que les bulles vont remonter avec les levures, on les retrouve à la surface, puis après on est un peu dans le procédé hollandais. Sauf qu'en fait, eux, ils vont laver la levure à l'eau froide, la levure va sédimenter, ils vont la récupérer, la presser et faire des blocs. Et ça va faire leur fortune des 80 années qui vont suivre. Parce qu'on arrive à faire... Enfin, ce qu'ils ont découvert surtout, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait travailler en amont sur le milieu, finalement. Quelle est la différence entre le procédé hollandais et le procédé viennois, essentiellement? C'est que dans le procédé hollandais, on est dans un sous-produit. Donc, il n'y a pas de contrôle. En fait, le sous-produit arrive à la fin d'un processus. Donc, c'est pour ça que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Là, on est dans quelque chose qui est dirigé. On produit de la levure pour produire la levure. Donc, la vraie naissance de la production de levure, c'est par là, en fait. Donc, le procédé viennois, qui va durer jusqu'à 1920, à peu près. Et puis, en 1920, il va se passer quelque chose de vraiment intéressant. C'est le procédé à la mélasse. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que, on pense que c'est en République tchèque, des personnes vont se rendre compte que si on alimente le milieu de culture graduellement, on va décupler le rendement. Donc, au lieu de mettre tout au début, procédé batch, mais on va alimenter en fait la source de sucre graduellement, on va décupler le rendement. Alors là, je vais faire juste une petite aparté, c'est que quand je dis décupler, c'est pas plus 10% ou plus 20%. C'est pas une révolution, plus 10% ou plus 20%. Le procédé viennois, c'était 20 kg de levure humide, 20 à 30%, à partir de 200 kg de grains nobles, de céréales nobles. Ici, en fait, si je convertis les 200 kg de céréales en sucre de la mélasse, au lieu de 20 kg, on obtient 160, 170 kg. Donc vous pouvez imaginer la révolution que ça représente. C'est dans une production, en fait, vous arrivez à sortir 8 fois plus ou 10 fois plus de rendement d'une matière première, qui de plus est, procédé à la mélasse, est un sous-produit et plus un grain noble. Les céréales sont des produits nobles, en fait. Eh bien, en fait, ça provoque une véritable révolution. Au point qu'aujourd'hui, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on ne parle plus de procédé hollandais. On ne parle plus de procédé viennois. Ça n'existe plus, en fait. Aujourd'hui, en fait, on produit toujours la levure sur, on va dire, une structure qui a été mise au point en 1920. Et ça, en fait, pourquoi d'ailleurs ça marche? En fait, on ne l'a pas su tout de suite. Et c'est un point que je voulais juste insister aussi, en fait. C'est que ce n'est pas la science qui a dit, tiens, on a découvert ça sur la levure. C'est que des gens ont fait des observations. Et la science va juste découvrir une dizaine d'années après pourquoi ça marche comme ça. Et c'est un effet qui s'appelle l'effet Crabtree. Peut-être certains, ça parle à certains, ou pas à d'autres. Très rapidement, l'effet Crabtree. Bon, les levures, quand vous voulez, à deux modes de vie, soit avec de l'oxygène, soit sans oxygène. S'il y a de l'oxygène, elle va être en mode respiratoire, elle va avoir beaucoup d'énergie, se multiplier et produire très peu d'alcool. Ce n'est pas ce que vous voulez, par exemple. En fait. Par contre, nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut produire beaucoup de levure et on ne veut pas faire beaucoup d'alcool. Donc, en fait, on aère nos mous. Quand il n'y a pas d'oxygène,
la levure va passer sur un processus fermentaire, elle va faire de l'alcool et va se multiplier très peu parce qu'il y a peu d'énergie qui est déployée. Par contre, il y a une caractéristique assez bizarre de certaines cellules, pas seulement d'ailleurs des levures, c'est que certaines cellules, en présence abondante d'oxygène, si la concentration de sucre est trop élevée, elles vont quand même avoir un processus fermentaire et non pas respiratoire. Et c'est ça qui fait que en fait, ça a été découvert par M. Crabtree, mais que 10 ans après, que en fait, ça a été développé de manière industrielle. Donc voilà, dans l'histoire de la production de levure, il y a déjà 3 phases. On n'est que 200 ans. Il n'y a que 3 phases, en fait. Et la question, c'est de savoir quelle sera la prochaine. On y travaille activement, on ne sait pas forcément, en fait, mais en tout cas, on s'y prépare. En tout cas, mon propos, ce n'est pas de dire, comme d'autres ont pu le dire en 1920, ok, c'est bon, ou avant ou des gens qui faisaient le procédé viennois. Non, moi, je ne vais pas au procédé de Mélas, en fait, et j'y crois pas, en fait. Il faut rester ouvert, en fait. Il y aura certainement d'autres manières de faire de la levure dans le futur assez proche, parce que tout s'accélère. Là, je vais passer un peu vite. L'idée, c'était de superposer sur toute cette histoire, en fait, le fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées scientifiques et technologiques qui ont fait que tout ça s'est communiqué. En fait, parfois, la science alimente l'industrie, parfois, c'est l'inverse, ou l'artisanat. Et bon, c'est toute cette histoire-là. Un petit juste point, en fait, c'est qu'on parle beaucoup de génétique aujourd'hui et d'ADN. L'ADN de Saccharomyces a été décrypté en entier que en 1996. Juste là pour dire que les choses s'accélèrent en fait en espace de 20 ans en fait. Puis là c'était pour raconter l'histoire de l'allemand aussi qui en fait est né un peu à la même époque. Le groupe l'allemand ça est né en 1872. Et ils font de la levure à partir de 1923. Vous avez le nez creux, c'est juste après en fait la Révolution. Voilà. Mais que retenir de ce petit morceau d'histoire? En fait, c'est là que je voudrais en venir par rapport à notre propos et puis le vôtre aussi. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit morceau d'histoire? Vous allez peut-être m'aider un peu, ou je vous aiderai un peu, mais j'aimerais vous interroger un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand on regarde en fait, ces 200 ans dans cette activité particulière de la production de levure? La première chose, moi, ce que je retiens, c'est que quand il y a des mutations, et il y en a eu, vous en avez vu, en fait, il y a des déclencheurs de ça. En fait. Ça ne se fait pas par hasard. Bon, dans la levure, il y a des mutations qui se font par hasard. Des fois, on peut les précipiter. Mais dans l'histoire, il y a des déclencheurs, des événements et des révolutions. Lesquels peuvent être, quels sont les déclencheurs ici, en fait? Si je prends le procédé hollandais, moi, j'en vois un, le premier, en fait. Vous vous rappelez que c'est à ce moment-là où on passe du levain à la levure. Qu'est-ce qui déclenche ça, finalement? Qu'est-ce qui fait que, finalement, le levain, finalement, quasiment disparaît, en fait? Parce que c'est ça qui se passe, à un moment, en fait. Moi, je pense que la force, c'est les clients. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a au moins 3 points sur le procédé hollandais. En fait, le levain, c'est pas pratique. Il faut dire les choses comme elles sont, en fait. En tout cas, certainement pas à cette époque-là. C'est instable. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. On le comprend aujourd'hui aisément, puisque c'est la flore ambiante. Puis parfois, en fait, ça part en sucette, excusez-moi le terme, en fait. Et puis, on n'a plus ce qu'on veut, en fait. Et puis surtout, c'est extrêmement contraignant. Il faut savoir qu'un levain, pour que ça fonctionne, il faut le rafraîchir. Rafraîchir, c'est le nourrir avec de la farine. Et c'est généralement tous les 4-5 heures. Donc, vous pouvez imaginer, tous les 4-5 heures, il faut faire cette activité en plus. Donc, quand il y avait un produit qui était disponible, qui répondait à ces besoins-là, les clients y sont allés, en fait. Donc, un des déclencheurs essentiels des changements, c'est quand même ce que veulent les clients. Un autre, dans ce procédé-là, c'est la disponibilité du produit. En réalité, là, en fait, on est aussi dans l'explosion de l'industrie de la bière. Et donc, on se retrouve avec ce sous-produit en grande quantité. Les Hollandais ont compris qu'en fait, on pouvait le valoriser, en fait. Donc, parfois, il y a des opportunités à saisir. Eux les ont saisies, en fait. Et puis, il y en a un troisième qui est assez... Bon, c'est intéressant d'en parler aussi, et surtout par rapport en fait, au métier du vin, par exemple. En fait, c'est que le pain obtenu à partir de cette mousse de bière, si je prends un raccourci, en fait, ou le pain au levain,
c'est pas le même. Et là, on peut être dans les goûts et les couleurs. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? En fait, c'est différent en tous les cas. Et puis le fait est, c'est qu'il était plus levé, plus doux en fait, et qu'en fait, ça correspondait réellement à ce que les gens voulaient. Donc, si les gens n'avaient pas aimé ce pain-là, en fait, il y a peu de chances que ça se serait développé en fait. Donc, c'est une autre leçon qu'on peut prendre. Encore une fois, c'est le client. Okay. Et là, en l'occurrence, le client final du boulanger. Sur le procédé viennois, quels sont, d'après vous, les déclencheurs qui fait que finalement on abandonne le procédé hollandais? Peut-être une idée? Jean-Baptiste, je sais que tu sais la réponse, mais tu l'as déjà écouté 4 fois, mais 3 fois. Qu'est-ce qui fait que ça va qu'on va vivre une autre évolution et que les Hollandais, leur procédé à la poubelle, si je peux me permettre? Les clients, encore une fois, je vous l'ai expliqué, en fait, c'est les boulangers qui étaient insatisfaits. Ils ont dit, mais attendez, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et ça ne va pas. En fait, il faut que ça marche tout le temps. Et donc là, ils se sont même mobilisés. C'est les clients, ils ont dit, écoutez, on vous lance un concours, on vous récompense si vous trouvez un procédé qui fonctionne. Et puis une autre chose que je ne vous ai pas encore dit à ce moment-là, c'est que tout doucement, la matière première se raréfie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait de la bière, alors j'ai dit que je n'allais pas parler de vin, de pain, mais on va parler de bière aussi un petit peu. Il y a 2 grandes familles dans la bière, en fait, les ale et les lager. Les ale, c'est ce qu'il y avait ancestralement, chez les Hollandais notamment aussi, en Angleterre. Ce sont des fermentations hautes, température plus élevée, puis la levure va monter. Et en fait, cette levure a une activité fermentaire dans le pain. Et puis, en fait, vont se développer, notamment de la Bavière, beaucoup en Allemagne, les lagers, qui sont des fermentations dites basses, à plus basse température, du coup, qui sélectionnent des populations de levures qui sont différentes, qui, elles, vont en fait sédimenter et qui n'ont pas d'activité fermentaire ou très peu pour le pain. Donc, et quand cette mode de la lager va commencer à grandir et prendre le dessus, on appauvrit finalement une source de matière première. Et donc, c'est un autre levier, un autre déclencheur d'un changement. En fait. Et puis, le procédé à la mélasse. Alors, si vous pouvez m'aider un peu. En fait. Le procédé à la mélasse, quel déclencheur on peut retrouver? Et il est important, celui-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de procédés viennois aujourd'hui, plus de procédés hollandais. Donc, ça a disparu. Donc, ça veut dire que c'est très fort, ce qu'il y a derrière, en fait, pour faire le changement. Quel déclencheur, en fait, à celui-ci, en fait? C'est pas cher. Oui, tout à fait. Et donc, disponibilité d'un sous-produit moins cher que le grain noble, tout à fait. Et puis, mais pour que ça soit possible, en fait, qu'est-ce qu'il y a dû y avoir avant, en fait? Pardon? Il n'y a pas de truc bête, hein. C'est pas... Bon, c'est très simple, en fait, il fallait l'avoir trouvé. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est vraiment... Alors, parfois, c'est le hasard, mais en fait, il y a des gens qui se sont posés des questions, qui se sont rendus compte. Donc, c'est une avancée technologique, en gros, en fait. Il y a quelqu'un qui a eu vraiment, d'un coup, a découvert une avancée technologique qui donne, en fait, une vraie avantage compétitif. Je veux dire, quand vous passez, en fait, d'un rendement de 20 kg pour 200 kg à 180 kg pour 200 kg, il n'y a plus photo, si je puis me dire. C'est terminé, la messe est dite, en fait. Et il peut y avoir des résistances, en fait, mais ça ne dure pas longtemps. En réalité, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, dans cette histoire-là, tous ceux qui n'ont pas pris le virage en 1920 n'existent plus aujourd'hui. On ne fait plus de procédés hollandais ou viennois. On peut rester campé sur non, mais non, c'est mieux de le faire sur les grains, en fait. Non, ça a disparu. Alors ça, c'est facile à dire aujourd'hui avec le recul et en regardant l'histoire, mais c'est l'idée de regarder l'histoire. En fait. Donc, procédé à la mélasse, une avancée technologique, confirmée par la science, mais plus tard, si vous vous rappelez. Et puis, la disponibilité du sous-produit, vous l'avez dit, en fait. Et là, c'est aussi des opportunités, c'est l'explosion de l'industrie du sucre, la disponibilité, en fait, de cette source de sucre, en fait, qu'est la mélasse. Donc, voilà, des déclencheurs dans le changement.
Alors, je vous laisse ça pour savoir si vous pouvez voir quelque chose qui vous intéresse là-dedans. Mais l'idée, c'est aussi de se rassurer. C'est qu'en fait, les gens avant nous ont aussi fait face à des choses très difficiles. Et donc, c'est possible. Il faut oser et ne pas rester campé sur ses acquis, mais construire dessus. Je rappelle le tournant de 1920. On peut rester campé sur des... Moi, je vais toujours croire au procédé viennois. Bah non, finalement, ça a disparu. Et puis un autre qui me tient très à cœur, c'est qu'en fait, la science alimente l'expérience et vice-versa. C'est pas toujours le savoir-faire en premier, c'est extrêmement important. Mais d'un autre côté, la science peut apporter quelque chose. Et là, je voudrais juste donner un petit exemple qui m'est très personnel. Quand j'ai commencé dans ce métier-là de la production de levure, alors j'ai dit je suis né dedans, en fait. C'est pas tout à fait vrai, c'est juste après mes études. Mais j'ai que fait ça dans ma vie. Et quand j'ai commencé, j'étais ingénieur de fermentation. Très vite, je suis devenu responsable d'une cuverie de fermentation où j'avais en fait une équipe et j'avais des contremaîtres. On travaillait en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des contremaîtres. J'en avais 5-6. Tous, à cette époque-là, avaient entre 55 et 65 ans. Mon âge aujourd'hui. Wow. Mais j'avais deux choix quand j'ai commencé en sortant de mes études, c'est-à-dire ce que vous faites, vous ne comprenez rien, ce que vous faites, moi je sais, ou de les écouter. Ben, des fois, en fait, on avait des problèmes, et puis en fait, ils prenaient des mesures, et puis je disais, mais pourquoi vous faites ça? La plupart me disaient, je ne sais pas, ça marche. Et je pense que c'est très respectable. C'est très respectable. Et parce que j'ai respecté ça, je pense, à cette époque-là, en fait... quelques temps après, il y avait d'autres problèmes qu'eux ne savaient pas expliquer, ou vous n'avez pas de solution. Moi, je dis oui, mais moi, je me rappelle de ça et ça, là, je peux vous apporter quelque chose. Et ce dialogue-là entre les deux, plutôt que les opposés, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant à travailler dans les deux. Voilà, moi, c'est ce que je retiens de cette histoire, de cette première partie sur l'histoire. Donc aujourd'hui, on produit donc, de la levure selon le procédé mélasse. Alors, il a évolué en 100 ans, il n'est pas comme en 1920, en fait. Et alors, très rapidement, la région EMEA, celle dont j'ai la responsabilité, Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est ces pays en rouge, on a tous ces sites que je vais vous montrer là, en fait, sans exception, ont commencé par produire de la levure de boulangerie et en font encore aujourd'hui. Tous les sites, en fait, en font. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste, vous allez les voir défiler. En fait, on en a en réalité 13, mais il y en a 2 dont je n'ai pas la charge, mais c'était sympa, je les rajoute quand même. Mais ils servent la business œnologie, donc je ne pouvais pas. Mais le propos, c'est que, en rouge, là, vous voyez par contre ceux qui servent la business œnologie. Enfin, il y en a même l'un ou l'autre qui en fait un petit peu, mais c'est un petit peu confidentiel, on n'en fait pas trop en fait. Donc, mais ceux-là régulièrement font aussi de la levure œnologique. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour la majeure partie de ces sites, c'est encore de la levure de boulangerie. On a venu greffer la levure œnologique dessus. C'est bien. La base de la production de boulanger, en fait, c'est l'histoire. En fait, on l'a vu, c'est bien. Mais là, on va commencer à voir aussi d'autres défis qui se sont mis devant nous. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'appliquer strictement ce qui fonctionne en levure de boulangerie ne fonctionnait pas pour avoir des levures œnologiques de qualité. Et là, j'ai un petit mot que j'aime bien, en fait. Alors, j'ai exagéré beaucoup, mais quelque part, en fait, il a fallu désapprendre ce qu'on savait faire. C'est très exagéré, mais il y a l'idée là de dire, en fait, parfois, il faut savoir se remettre en question, en fait. Et sans le faire, il n'y aurait eu aucune chance en fait, que ça fonctionne. Donc il va falloir dire, ok, ça marche pour la levure de boulangerie, mais peut-être qu'il faut le faire différemment comme ça. En fait. Il faut que je revienne en arrière. Ouais. Rapidement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on produit de la levure dans les grandes lignes. C'est vraiment pas des détails, en fait. Je sais pas si oui. Ça commence au laboratoire, dans des conditions extrêmement stériles. On va cultiver en fait la souche qu'on veut en fait, de manière stérile pour avoir une première quantité qui va servir d'inoculat pour la première étape en fait, au niveau industriel. Donc là, il y a tout le bloc de fermentation sur des fermentations liquides. Okay. La première étape, c'est une culture en batch pour obtenir une quantité assez importante pour continuer ensuite sur les autres étapes de fermentation qui sont des fed batch. Les fed batch, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'alimentation graduelle du sucre.
les étapes, il peut y en avoir plusieurs, en fait, à ce niveau-là. Je ne maîtrise pas bien la télécommande. On peut en avoir plusieurs selon la quantité qu'on fait. Une étant l'ensemencement de celle d'après la suivante. Puis en fait, aujourd'hui, on sépare par des machines centrifuges. Puis on obtient de la crème de levure. J'ai mis ici en orange parce que c'est déjà un produit commercial. C'est dans le monde de la boulangerie, il y a pas mal de levure qu'on vend en liquide comme ça, en fait. Puis ensuite, il y a toute la partie downstream, la seconde étape, où on va mettre en forme. Donc on va faire une filtration-déshydratation, on utilise des filtres rotatifs sous vide. Là, on va passer de liquide à solide, toujours frais, 30% de matière sèche à peu près. Et puis alors pour la levure de boulangerie, on va mettre en forme ça, on va obtenir des blocs, c'est ce qu'on va vendre comme ça. Et puis en fait, sinon on va charger des séchoirs et on va faire de l'emballage. C'est très simplifié en fait, mais c'est ce qu'on fait. Dans l'histoire que je vous ai expliqué tout à l'heure, la production, pour la production de levure œnologique, est très récente au final. Là, j'ai utilisé Anthony un petit peu dans ma présentation. Ça date des années 70-80. Donc vous voyez, dans l'histoire, on produit des levures œnologiques pour des produits de levure œnologique que depuis les années 70-80. Au début, c'est toujours des Saccharomyces. On l'a vu avec Anne et avec Magali. Excusez-moi. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait Saccharomyces et Saccharomyces. Même dans le monde des Saccharomyces, elles ne sont pas toutes les mêmes, de loin pas, en fait, et avec des besoins qui sont différents. Et il a fallu y croire. Le message, là, en l'occurrence, c'est que quand on s'y est mis, en fait, j'y étais pas à l'époque, même Anthony, je crois qu'il n'y était pas. En fait. On n'y était pas, on nous a raconté. Pardon. Il a fallu y croire, en fait. Et c'est un autre message. En fait. Parfois, on a des idées, puis il faut y croire. C'est pour ça qu'il a fallu désapprendre, en fait. On avait le corps de la levure de boulangerie. OK, comment on peut utiliser ça maintenant pour aller plus loin? Pourquoi? Et quels sont les principaux en fait, obstacles qui ont été à relever? Premièrement, et pourquoi? Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et c'est important d'insister là-dessus. En levure de boulangerie, j'ai mis là une belle tranche de pain avec des vraiment gros mouse trous, en fait. Ils ne sont pas toujours comme ça. Hein. Mais on cherche la force fermentaire. En gros, on cherche la capacité de la levure à faire monter une pâte. Okay. Les trous. Voilà. En fait, moi, j'avais un mentor quand j'ai commencé, il y a 25-28 ans, qui me disait les trous, c'est nous. En fait, c'est pas un super slogan, c'est pas top vendeur, mais on peut se dire entre nous, c'est explicite. En fait, on ne vendait pas de la levure pour vendre de la levure, on vend une fonctionnalité. Et on va le voir qu'en œnologie, la fonctionnalité est différente. Donc si on cherche une fonctionnalité différente, ça peut être des souches différentes, équipées différentes d'un point de vue enzymatique, eh bien les productions en fait, sont orientées différemment. En œnologie, et puis là je ne vais pas faire mon spécialiste, là c'est vous qui connaissez, mais on m'a dit que elle devait faire de l'alcool, bon ça on est d'accord en fait, et puis de plus en plus on l'a vu avec la présentation d'Anne et puis les jours précédents de Magali, c'est des arômes, c'est des sectures, maintenant c'est de la bioprotection, on va dans des choses de plus en plus fines, mais on cherche des choses très différentes en fait, dans le cadre de... Alors parfois c'est aussi les bulles, alors, et c'est aussi la levure qui le fait en fait, mais surtout, une chose qui est extrêmement différente, c'est qu'en fait, il faut des souches qui sont capables de survivre dans des environnements à fort taux d'alcool. Même si on voudrait aujourd'hui le réduire, en fait, ça n'a rien à voir avec la boulangerie. En boulangerie, il n'y a pas d'alcool ou des traces infimes d'alcool dans le pain, en fait, heureusement. Moi, j'ai de l'ivresse à manger du pain, mais je sais pas... Mais c'est une autre ivresse. Mais c'est extrêmement important que les levures puissent survivre dans 11, 12, 13 degrés d'alcool, en fait. Et ça oriente toute la manière de faire les choses. Je vais continuer là-dessus. Il y a 3 grandes familles sur lesquelles on a dû presque tout changer, en réalité. Je vous ai dit, la structure globale, c'est la même, mais on s'est rendu compte qu'à toutes les étapes, quasiment, on a dû faire des ajustements.
La première, c'est en fermentation. Pourquoi? Parce que selon les souches qu'on utilise, par exemple la température, les températures optimales ne sont pas les mêmes. Extrêmement important. Certaines Saccharomyces, là c'est que des Saccharomyces, par exemple, en fait. Alors je ne vous explique pas quand on parle de nom de Saccharomyces. Leur optimum de croissance sont différents en fonction de la température. Il a fallu le découvrir et se heurter à des problèmes. Les besoins en oxygène sont différents. Ça aussi, on n'était pas forcément bien équipés pour ça. Et du coup, en fait, ça ne poussait pas, on ne savait pas pourquoi, alors qu'il aurait fallu juste pousser l'aération, en fait. Mais on ne l'avait pas forcément. La vitesse de croissance, même donc toutes les conditions sont réunies, les vitesses de croissance, parce que ce sont des individus différents, croissent plus lentement ou plus rapidement. Les besoins nutritionnels, très importants. En fait. On s'est rendu compte que selon les souches, en fait, des besoins sont très différents. Et préparer les milieux de culture, c'est presque une science en soi, en fait, dans nos usines. Beaucoup de souches sont Crabtree positifs, on l'a vu tout à l'heure, en fait, mais pas toutes. Alors ça complique un peu les choses parce qu'en fait, la petite coproduction d'alcool qu'on peut avoir, en fait, quand on a des souches Crabtree positives, ça nous oriente en fermentation pour contrôler. Mais quand on n'a pas ça, en fait, on est un peu perdu, en fait, et donc ça change tout. La nature des sucres métabolisables, le pH, la pression osmotique, et j'en passe, et les meilleurs. En fait, surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, une levure, quand elle est dans un environnement, pour qu'elle survive, ou qu'elle puisse se multiplier, se sentir bien, elle a des mécanismes pour répondre à cet environnement. On s'est rendu compte qu'il y a 900 gènes qui sont impliqués dans ces mécanismes-là. Donc après, c'est comment activer certains par rapport à d'autres. Tout ça, c'est compliqué. La conséquence de ça, et là je vous ai mis un slide que je suis sûr que vous n'arrivez pas à lire, c'est pas involontaire, c'est volontaire pour le coup. L'idée, c'est pas d'abord de ne pas vous donner des secrets, il faut quand même qu'on en garde quelques-uns, mais surtout en fait pour dire que ça c'est un schéma de fermentation, et vous voyez que c'est un tableau à multiligne et multicolonne. Donc c'est tous des paramètres qui peuvent évoluer à chaque fois de fermentation en fermentation. Et surtout, on a des schémas comme ça en fait par souche. Chaque souche a un schéma de ce type-là. Après, le downstream, en fait, là aussi, beaucoup d'applications, de changements à faire. C'est d'ailleurs un des vraiment gros enjeux aujourd'hui. Parfois, on sait très bien faire une levure en fermentation liquide, puis après, on a du mal à la mettre en œuvre. Et c'est des enjeux vraiment importants, en fait. Les deux grands pôles, c'est la filtration en elle-même. Donc, on filtre la partie crème pour obtenir en fait une levure solide qui va être ensuite chargée dans la fermentation. C'est fait sur des filtres rotatifs comme celui que vous voyez ici. C'est un enjeu parce que toutes les levures ne répondent pas de la même manière là-dessus. Ensuite, on l'extrude avec cet appareil. Et puis, on obtient des spaghettis, c'est comme ça qu'on dit, ou des vermicelles, en fait, qu'on va charger dans des séchoirs, puis après, on a des diagrammes de séchage. Toutes ces étapes, quand on change de souche, sont à revoir totalement, en fait. Juste pour vous dire comment nous, on doit s'adapter en termes de production à des choses qui sont différentes. Et parfois qui sont vraiment très, très, très différentes. Alors, je vous ai remis cette photo-là juste pour rappeler que chemin parcouru, en fait. On peut rigoler encore une fois. Moi, j'ai beaucoup quand même de respect pour ceux qui ont fait ça il y a 200 ans. Pourquoi ces changements? Parce qu'en fait, en filtration, la taille des cellules impacte. Et on s'est rendu compte que les souches n'ont pas les mêmes tailles. Alors, ça vous paraît en fait anodin, en fait, comme ça, mais nous, quand on doit le mettre en œuvre, c'est une énorme différence. La capacité à lier l'eau, puisque quand on veut sécher, on veut enlever l'eau, mais on veut garder la levure vivante. C'est le principe, quand même. Et en fait, toutes les souches n'ont pas la même capacité à lier l'eau. Donc, on a dû travailler énormément aussi sur les schémas de fermentation pour rendre les levures plus résistantes au processus de séchage. Et puis, finalement, troisième grand volet, les levures œnologiques, on a beaucoup plus d'exigences en termes de contrôle et de spécification. Rapidement, la pureté en termes de contamination bactérienne, c'est évident puisqu'on ne veut pas introduire des contaminations chez vous, en fait. Mais on veut surtout aussi, quand on vous vend une souche, pas vous vendre un petit peu d'une autre. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. Du coup, pour continuer la comparaison entre levure de boulangère et levure œnologique, il y a 2 à 3 fois plus d'analyses qui sont faites pour chaque batch de levure d'œnologie par rapport à une levure boulangère.
Alors, un petit mot maintenant pour les noms de sacs, mais ça va aller assez vite. Vous avez compris cette différence boulangère, œnologique auquel on a dû faire face et s'adapter. Alors, quand on a commencé à parler des noms de sacs, une vingtaine d'années, c'est ça, Anthony, à peu près, c'est encore une autre histoire. Parce que tout ce que je vous ai dit, en fait, de différence entre boulangère et œnologique, on a à peu près la même chose, sinon plus, entre levure œnologique standard et non conventionnelle. Donc c'est encore un autre métier, limite, qu'on a presque... Il a fallu, si j'ose, désapprendre à faire de la levure œnologique pour faire de la levure œnologique non de sac. On ne parle plus de sous-famille, cette fois, on parle de différence de famille. Donc on va remonter dans la classification. Plus on remonte dans la classification, plus les différences apparaissent. C'est le principe. Donc il n'y a pas de surprise en fait à se retrouver avec plus de difficultés. La question c'est est-ce qu'on... Oui, c'est là que le sport commence, mais la question c'est en fait, il n'y a pas de surprise à avoir les difficultés, c'est comment on essaye de les surmonter. En fait, c'est ça le message. Si la production de levure œnologique date d'une quarantaine d'années, elle a commencé avec une des souches dont Anne a parlé, en fait, Torula delbrueckii. Juste une petite histoire encore, en fait, de la non de sac, pardon, en fait. Il a fallu, après qu'on l'ait mis au point au laboratoire et que ça fonctionne et que la preuve de concept qui marche chez vous, en fait, a été démontrée, il a fallu 7 ans pour la produire, juste pour la produire. Et pour la petite histoire, le PDG de l'époque, Jean Chagnon, qui est toujours dans le board aujourd'hui, en fait, un des propriétaires, qui lui généralement nous pousse bien en fait pour continuer à essayer, c'est lui qui a dit à l'équipe on abandonne, on arrête, en fait, on va pas y arriver. Et pourtant il y en a une ou deux personnes qui a cru, qui disent non, il y a encore des trucs qu'on peut tester. Puis ils ont resté une ou deux fois et ça a marché. Donc parfois il faut s'obstiner, pas stupidement. S'il n'y a plus de pistes, il n'y a plus de pistes. Mais quand il y a encore des pistes, ça vaut le coup d'essayer d'aller un cran plus loin. Aujourd'hui, c'est un des produits standards, classiques de la gamme, qu'on produit assez facilement dans nos usines. Donc obstination, persévérance, peut-être même foi parfois, en fait. Donc c'est un peu ça le message aussi, en fait. C'est qu'il y a parfois tout paraît contraire, mais si on a un peu de foi et qu'on est celui qui va y arriver le coup d'après, bah, c'est celui qui reste. Et puis finalement aussi au MICES, on en a parlé, c'est la dernière venue, celle de l'année dernière. C'est là que j'ai un peu connu. Là, j'y étais. Une autre histoire de persévérance et de coopération. Encore une fois, ça marche au laboratoire, ça marche au pilote. Et puis, on essaie de le faire très confiant en production. Et 4 productions ratées. En fait. Alors je dis ça, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, en fait, 4 productions ratées. Moi qui suis dans les usines et qui suis responsable des opérations, chaque production, c'est à peu près 2-3 jours, on engage tout l'ensemble de l'usine. Donc là, on a perdu, entre guillemets, une douzaine de journées de production, en fait. C'est coûteux en ressources financières, mais je dirais que ce n'est pas encore ce qu'il y a de pire, en fait. C'est aussi coûteux en morale. Parce que les équipes de production, ils aiment réussir quand même. Ils aiment délivrer. C'est un peu leur caractéristique. Et quand on rate, c'est usant pour eux, en fait. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui y croit davantage. Et c'est un peu notre rôle de dire, moi, on essaye encore, parce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut essayer. Mais, donc c'est un peu l'idée d'oser, on va continuer, en fait. Mais le corollaire de oser, c'est le droit à l'erreur. Ça ne peut pas fonctionner sans. On ne peut pas oser sans avoir le droit de se tromper. Et j'aimerais juste faire un petit aparté ici. Et je pense que en fait, mes collègues de l'allemand, et je vais parler un petit peu du groupe l'allemand, mes collègues de l'allemand, je vais faire un petit peu le porte-parole de vous. Vous me dites si je me trompe, mais on est dans un groupe où on a le droit de se tromper. Et c'est extrêmement important parce que c'est une force, une puissance énorme. Parce que sinon, on travaille avec peur, et travailler avec peur, ça ne fonctionne pas, en fait. Et avoir le droit de se tromper, c'est le corollaire de oser, en fait. OK ? J'arrive sur la fin, quelques conclusions, en fait. Quand on regarde tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, en fait ? La question du départ qui m'avait été posée par Anthony, par Sandra, c'est « OK, tu veux parler de production, et puis on aimerait que tu parles, en fait, des défis que vous relevez en production, et comment vous y avez fait face, pour voir comment ça peut être utile éventuellement pour l'audience, en fait. Et puis c'est pour ça que je suis retourné dans l'histoire, parce que des défis, il y en a eu dans l'histoire. Première chose,
que je dirais, c'est s'inspirer du passé sans être passéiste. On peut regarder dans le passé, et c'est important de regarder, il ne faut pas y rester. L'idée du rétroviseur est intéressante ici. Quand vous êtes au volant, il faut regarder dans vos rétroviseurs. Par contre, si c'est pour se regarder dedans, ça ne sert pas grand-chose, voire même c'est très dangereux en fait. Je ne vous le conseille pas. Enfin, faites-le de temps en temps, mais en gros, vous comprenez, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Dans notre propos, en fait, il faut aussi regarder devant et de côté, en fait, mais de temps en temps regarder derrière aussi. L'autre chose, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, savoir-faire et science se nourrissent mutuellement. Moi, je pourrais en faire un slogan. En fait, je n'ai pas trouvé encore, mais le bon, les trous, c'est nous, non, c'est pas... mais... non, on ne va pas le garder, celui-là, je crois. Vous l'avez compris, oser et persévérer. Parce que oser une fois, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, parce que des fois, on se trompe. Donc, c'est persévérer. Et puis, pour finir, en fait, ce que j'ai dit, c'est accepter le raté, en fait. Et c'est important d'accepter le raté, parce que, alors, on ne va pas le faire 8 fois, 10 fois, c'est sûr. Après 2 fois, moi, j'ai déjà eu un coup de téléphone d'Anthony, c'est sûr que... Et vous en êtes où? Ouais, non, ça n'a toujours pas marché. On a eu ça, en fait. Donc, oui, mais il faut accepter. Bon, vous avez compris le message, en fait. Et c'est pour ça que je voulais terminer un peu là-dessus. C'est pas super beau de terminer là-dessus, en fait. Mais c'est quand même ce message-là. Essayez, osez. En fait, parfois on se trompe, mais parfois il y a des très belles choses qui sortent de ça, en fait. Merci de votre attention.